Vendredi 14 juin se déroulait le Lab, événement exceptionnel organisé par Franck Confineau et son équipe de l'Observatoire. Le Lab est destiné à hacker la communication publique. L'occasion pour moi d'interviewer des super champions de la communication publique, et ce dans une certaine improvisation, puisque je ne connaissais pas la plupart des gens qui étaient présents ce soir-là. Caroline Grand, directrice de la communication de La Rochelle Université, ouvre donc le bal, et vous verrez, nous allons parler de l'excellence des universités françaises, et bien évidemment de celle de La Rochelle. Nous allons parler de la période quelque peu troublée que nous vivons actuellement, et enfin nous parlerons d'accessibilité numérique. Vous le verrez, Caroline est extrêmement agréable, brillante et fort sympathique. Je vous souhaite donc une excellente écoute en sa compagnie, et quant à moi, je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Cette mini-série sera composée de 6 épisodes, très bonne écoute. Et si vous n'êtes pas dans la communication publique, écoutez bien ces épisodes, car la com publique, c'est vraiment la com de la Ligue des Champions. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Caroline. Bonjour. Comment ça va ? Mais super bien. Caroline, tu diriges la communication de La Rochelle Université. J'aime bien, on dit La Rochelle University, ça fait très Stanford and machin. Mais précisément, on a changé de marque il y a quelques années. On n'est plus Université de La Rochelle, mais La Rochelle Université. C'est à dessein, tout à fait. S'il te plaît, explique-nous un petit peu tes problématiques. Qu'est-ce que c'est que diriger la com de La Rochelle Université en quelques mots ? Déjà, c'est un plaisir et ça ressemble tout à fait à ce qu'on peut faire en collectivité. En fait, nous aussi, on a des usagers, ce sont nos étudiants. Et puis, nous aussi, on a de grands enjeux à la fois diffuser des savoirs et en même temps diffuser des informations à destination de nos étudiants. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as déjà eu à gérer des crises, par exemple ? Parce oui. que qui dit jeunesse dit parfois quelques petits soucis. Et on va parler aussi du savoir, parce que j'imagine que tu as plein de sachants, des messieurs-dames un peu aux cheveux gris qui savent tout mieux que tout le monde. Et c'est peut-être pas si facile que ça de parler communication à ces grandes instances. Mais tiens, comme de crise, tu as déjà eu à en gérer ? Oui, on en gère. Alors ça peut être divers, hein. Ça peut être des accidents avec des étudiants, et ça c'est les choses les plus difficiles évidemment. Et puis après ça peut être les buzz qu'on peut rencontrer absolument partout ailleurs sur les réseaux sociaux. Ça peut être des problématiques plus politiques aussi, parce qu'une université ça fonctionne exactement comme une collectivité. On a une présidence, des vice-présidents, on a des élections, donc il peut y avoir des petits coups de calgon de temps en temps. Et justement, comment tu te positionnes ? Par exemple, quand on est en période d'élection, la communication est là pour faire avancer les choses. Il faut avoir aussi un certain devoir de réserve. Tout ça est très politique. Comment tu te positionnes ? Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a certaines instances un peu grisonnantes qui savent un petit peu mieux que tout le monde. Alors peut-être que c'est pas le cas chez toi, et j'espère bien, mais souvent, c'est ce qu'on me dit. Oui, il y a des gens qui savent mieux que moi dans la communication, alors qu'ils sont pas du tout communicants, ce qui est très pénible. Comment est-ce que tu t'en sors et comment tu arrives à te positionner dans ces périodes-là et même au quotidien ? Alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai que tout le monde sait faire de la communication tout naturellement. C'est bien connu. Voilà. En fait, on est toujours sur la com de la com. Hein. C'est la pédagogie tout le temps. C'est expliquer comment on fonctionne, et puis c'est la méthode par la preuve. Expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait et quels sont nos résultats. Et voilà. Et puis se positionner toujours comme étant une discipline vraiment stratégique et qui accompagne les projets. Chez nous, le projet d'établissement, le projet politique, les orientations stratégiques. Expliquer en quoi on peut être utile, ça c'est de l'interne, et puis tout en restant éthique évidemment aussi. Et effectivement, en ce moment, on a certainement des rôles à jouer aussi pour essayer de continuer à défendre cet intérêt général, le communicant au niveau du service public. Nous sommes un service public dans les universités, on a aussi ça à défendre, et les valeurs qu'on porte, hein, les valeurs de citoyenneté, de société, toutes les valeurs sociétales, les universités sont là aussi pour les défendre. Et donc nous, communicants, je pense qu'on a un rôle encore plus fort dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a une spécialisation à La Rochelle Université, par exemple, je ne sais pas, autour, des sciences, peut-être de la mer, puisque vous êtes tout près, ou peut-être en Fort Boyard, on ne sait jamais. Eh bien oui,
Et on est une des rares universités à avoir tout misé sur la spécialisation de notre recherche qui se trouve autour du littoral urbain, durable et intelligent, parce que nous avons des laboratoires en informatique et qui fabriquent de l'intelligence artificielle également, mais qu'on souhaite mettre au service des enjeux de développement durable en zone littorale. Il faut que tu m'en dises plus parce que c'est absolument passionnant. On pourrait faire un épisode entier de 45 à 60 minutes. Avec plaisir. Explique-nous tout ça, s'il te plaît. Alors en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, on est quasiment 60% de la population mondiale qui habite en zone littorale et que il est absolument nécessaire que nos chercheurs, nos experts travaillent sur comment bien vivre en zone littorale, à la fois bien vivre au niveau de l'humain, à la fois aussi bien vivre au niveau de la planète. C'est comment on la préserve, comment on continue à y vivre, comment on évite de faire en sorte que le trait de côte recule. Enfin, on n'y arrivera pas à ça, mais en tout cas, au niveau humain, comment est-ce qu'on se débrouille pour que nos conditions de vie soient les meilleures possible dans les conditions qu'on est en train de subir et que cette recherche, du coup, qui existait déjà à La Rochelle Université il y a quelques années, maintenant soit concentrée et qu'on dise qu'on est vraiment spécialisé sur ces thématiques de façon à être connu au plan national, mais aussi au plan international. Et justement, la reconnaissance nationale et internationale, je souligne le « et » sur l'international, qu'en est-il, qu'en est-elle ? Alors, peut-être que vous savez, les universités, elles font l'objet de ce qu'on appelle des rankings, les classements nationaux, internationaux pour le coup. Et nos chercheurs, au fur et à mesure des publications qu'ils publient, sont classés en fonction du nombre de citations qu'ils obtiennent et puis de leurs travaux, comment ils sont repris par d'autres. Alors, l'international, en fait, plusieurs choses. Nos chercheurs peuvent être classés en fonction de leur publication. Nous, ce qui nous impacte le plus, c'est qu'on pilote une université européenne. Alors ça, c'est encore autre chose. En 2019, le président de la République a lancé une opportunité au niveau européen de créer des établissements qui soient coopératifs sur plusieurs pays. Et donc nous, on a pris le lead sur une université européenne qu'on a voulu spécialiser autour du littoral urbain, durable, intelligent. Et donc on monte une université et donc on espère un diplôme européen bientôt avec 6 autres universités en Europe. Donc ça, c'est de l'internationalisation. Ça permet à nos étudiants de vraiment être finalement de se construire en tant que citoyen européen et puis à la fois de notre recherche, d'avoir un peu d'impact sur le continent européen pour pouvoir se mesurer aux plus gros, les Américains, les Asiatiques par exemple. Mais ça a beaucoup, en tout cas au niveau de la communication, au niveau de nos métiers, c'est quelque chose d'hyper enthousiasmant parce qu'on se rend compte que les frontières sautent finalement et c'est vraiment très intéressant. Mais on est bien d'accord, c'est le fameux village global de McLuhan. Il était temps qu'il arrive réellement et les internets, entre autres, contribuent à ça. Je vais te poser la question qui est récurrente dans le décodeur de la communication avant de te poser d'autres questions beaucoup plus complexes, je te le dis par avance. Quel conseil tu donnes à un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication publique ou privée ? Le conseil que je lui donnerais, c'est déjà d'y aller, c'est-à-dire de découvrir vraiment. On a plein d'étudiants qui n'ont pas conscience, par exemple, que quand ils font de la communication, ils peuvent aller dans le public, ils peuvent aller faire de la com dans les hôpitaux, dans les syndicats des eaux, dans les départements, dans les communes, dans les universités, dans les ministères. C'est de la com publique, tout ça. Leur dire évidemment d'aller tester, de suivre leur cœur aussi, parce que je crois que c'est hyper important. Si on travaille dans le public, en général, c'est pas un hasard. C'est souvent qu'on a l'intérêt général qui est chevillé un petit peu au corps. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis depuis maintenant 15 ans. Et oui, s'ils veulent de l'émotion, s'ils veulent du sens, je pense que c'est là qu'ils peuvent le trouver. Alors, le conseil, c'est de tenir bon, parce que de temps en temps, c'est pas facile et que on peut manquer à la fois de moyens humains, peut-être de moyens financiers, mais qu'on sert à quelque chose. Le sens existe. Merci pour ce plaidoyer magnifique pour la communication publique. Alors moi qui ai une agence de communication qui travaille avec des clients publics mais majoritairement des clients privés, je fais passer encore ce message à nos auditrices et auditeurs. On est au lab autour du hackathon, quelque part c'est hacker la communication publique et souvent les jeunes, et j'en ai 2 en face de moi qui sont magnifiques, 2 jeunes femmes formidables. Ta content manager, oui. Alors on va la saluer, dis son nom et son prénom. Elle s'appelle Axel Cotreau, elle est formidable. Et c'est notre content manager à La Rochelle Université. Et elle a en charge toute l'optimisation du site web, des réseaux sociaux. Et c'est elle qui contribue à ce que notre université rayonne sur le net quand même. Et partout à travers le monde. Et oui, c'est important. Et puis on dit bravo. Et elle est en train de boire en plus un petit jus de fruits, donc elle a bien raison parce qu'il fait un petit peu chaud. On va passer aux questions encore plus sérieuses. Tu sais qu'on vit une période qui est un petit peu compliquée, alors nous sommes le 14 juin aujourd'hui. Notre président a dissous l'Assemblée nationale. Quel rôle le communicant public a-t-il à jouer ou peut-il jouer dans cette période politique qui est très 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 complexe ? C'est une bonne question. Encore une fois, c'est
c'est la responsabilité du communicant dans toutes ces dimensions en fait qui se posent là. C'est-à-dire que nous, on est là pour transmettre du sens. Encore faut-il qu'on nous en donne et que les orientations stratégiques soient posées dans ce cadre-là. C'est une question compliquée. Alors, si je peux parler pour nous au niveau des universités, nous, ce qu'on va engager à faire, évidemment, c'est demander à nos étudiants d'être des citoyens, en tout cas de les inciter à être citoyens, leur expliquer que à la fois leur voix compte et aussi qu'il y a de l'espoir. Je pense que notre rôle de communicant, il est là. C'est aussi à montrer qu'il y a de l'espoir, qu'on est en train de vivre une période qui est hyper transformante, en fait, qui est assez incroyable. Je crois que, voilà, il faut se dire qu'à l'époque, dans l'histoire où on a vécu d'énormes transformations, un peu comme à la Renaissance, les gens qui étaient sur place s'en rendaient pas compte. Et nous, dans quelques siècles, on pourra se retourner. On est en train de vivre des très grandes transformations. Je pense que notre rôle, il est là. C'est transmettre l'espoir, dire qu'il y a absolument tout à construire. Et puis c'est des messages de faire confiance aussi. Donc notre rôle, il est à transmettre ce sens-là et cet optimisme, je pense qu'il faut conserver. Alors c'est très difficile, évidemment, parce qu'on est vraiment dans une période qui est compliquée. Mais il faut qu'on arrive à continuer de pointer ce qui fait le sens et ce qui fait l'énergie humaine en général, quoi. Tu parlais d'accessibilité à l'instant même. Franck disait qu'il y avait très très peu de sites qui étaient réellement accessibles aux personnes en situation de handicap. Ton souhait dans les années à venir, quel est-il vis-à-vis du numérique et évidemment de l'accessibilité? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour que le digital, le numérique comme on dit en français, soit nettement plus accessible au reste du monde, parce qu'il n'y a pas que nous qui avons la chance d'être valides, qui doivent pouvoir circuler sur les internets, si je puis dire. Moi, je pense que dans un premier temps, notre rôle, c'est d'être exemplaire. C'est-à-dire que déjà, tout simplement, respecter la loi, ce serait déjà pas mal. C'est-à-dire commencer par la loi de février 2005 qui nous impose quand même un paquet de trucs qu'on n'a toujours pas fait. Si déjà on pouvait y répondre, je pense que ce serait bien. Après, je pense que c'est... alors, sur nos sites web, qui la plupart sont déjà en place, qui sont pas accessibles, il faut faire quelque chose, effectivement. Nous, cette année, on a fait un audit, par exemple, d'accessibilité sur notre site à La Rochelle Université. On a vu que, on avait plein de choses à réparer. Donc, on a fait des développements et des réparations et on fait un contre-audit. Mais ça suffit pas. En fait, c'est aussi quand on va créer des nouvelles choses qu'il va falloir se poser à chaque fois la question de l'accessibilité. C'est partout, en fait. C'est sur les contrastes de couleurs sur nos visuels, c'est sur les sites web, c'est sur le contenu qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être arrêter de mettre des émoticônes partout ou pas. Enfin, et en fait, tout ça, il faut se former parce que on sait pas tout, c'est normal, hein. Et puis tout ça, c'est de la coopération. C'est-à-dire qu'on peut se faire aider par la DINUM, par d'autres établissements, par de la formation. Arrête, dégage. Il est lourd. On vient de rencontrer Reynald Thuillier, c'est toujours un problème. Et j'allais te poser la question qui sera la dernière question. Il est où le Reynaldou? Mais continue s'il te plaît. On a été interrompu par Reynald Thuillier, l'autre déconneur de la communication, parce que j'ai l'air très 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 sérieux quand je suis dans le décodeur, mais en général les gens sont très surpris quand je leur saute dessus en racontant des blagues pas drôles. Très de plaisanterie. Donc oui, en effet. Tout le numérique, ce serait bien qu'on respecte déjà cette loi qui a 19 ans, février 2005. Alors je rappelle juste pour information que les choses avancent dans le numérique grâce à Jacques Chirac, qui était lui-même papa d'une fille handicapée. Il serait peut-être bien qu'on en fasse de même avec les aidants, mais c'est une autre paire de manches. C'est un autre de mes combats qui n'a rien à voir. Je te prie de m'en excuser, Caroline. Donc, écoute, on a été coupé par le Reynaldou, le Reynald Thuillier, l'homme d'arrache la phrase, qui n'a pas été embarqué par le Yeti. Quel dommage. Mais continue, je t'en prie, sur toute cette problématique de numérique et d'accessibilité, parce que vous n'avez pas le choix finalement. Mais absolument pas le choix. Et puis c'est une nécessité absolue de s'adapter à tous nos publics, qu'on soit, on est dans la com publique, on s'adresse à tous les citoyens quels qu'ils soient. Et puis de toute façon, un jour, on est tous en situation de handicap, par exemple, le jour où on vieillit, on a besoin de lunettes, comme moi, par exemple. Je suis en train de vous parler. Et voilà, et il faut que ça marche dans le même sens. Mais on doit se former. Voilà, c'est ce que je disais avant que Reynald nous interrompe. On doit se former parce qu'on peut pas tout savoir. Et puis parce qu'il y a plein de techniques qui évoluent. Et puis dès qu'on va créer un nouvel outil, il faut qu'on se pose ces questions dès le départ, quoi, et pas qu'on répare et qu'on mette des sparadraps dessus après. J'ai 2 dernières questions pour toi. La première est difficile. Qu'est-ce que tu kiffes, Caroline, le plus dans ton métier de DIRCOM? C'est dur. Je sais. Ouais, c'est très dur. Ce que je kiffe le plus, c'est les gens que je rencontre tout le temps. Parce que, on est entouré. Alors moi, j'ai de la chance. Je crois que j'ai la Dream Team ultime. J'ai des collègues absolument incroyables. Je suis super bien entourée. J'ai la chance d'avoir des élus qui me laissent faire tout ce que je veux. Et puis, dès que je me déplace, par exemple ici, au lab, et que je vois les copains que je connais depuis 15 ans dans la com, c'est un plaisir. Et en fait, on travaille et on rigole. Mais je veux dire, mais oui, c'est kiffant. Qu'est-ce qu'on peut kiffer de plus dans une vie ? Franchement.
Je crois qu'en plus de 200 épisodes en ligne du décodeur, je crois que tu es une des premières personnes à me dire je kiffe les gens. Et en fait, je vais vous avouer, chères auditrices et auditeurs, la grande passion de ma vie s'appelle la batterie et la musique de fait. Et je ne fais ce métier depuis 25 ans que pour une seule et unique chose, à savoir les gens. Je ne me souviens jamais de plus de 3 clients de l'agence depuis 25 ans. Et par contre, je me souviens de tous les prénoms des enfants de mes clients. Et c'est ça, le vrai kiff de la vie. C'est pas essayer de sortir des stratégies dont personne n'a strictement rien à faire. Je vous le dis comme ça au passage. La dernière question, la plus débile qui soit, et honnêtement, je crois qu'on ne peut pas faire mieux avec cet individu. Je te pose, Caroline, la question. Et je veux une réponse aussi intelligente que ma question. Caroline, il est où le Reynaldou? À savoir, Reynald Thuillier, ou Thuillet, ça dépend comment on veut le prononcer, l'homme d'Arrache la phrase, l'homme de la com d'Arrache la phrase. Il est où le Reynaldou? Mais il est caché sous un caillou. Eh bien écoute, merci à toi Caroline. Je crois que c'était... voilà, tu es la première à passer ce soir au lab, sachez-le. Alors, c'était un peu improvisé, mais je crois que cette réponse magnifique, il est où le Reynaldou? Il est sous un caillou, ça Il est caché sous un caillou, il y a une intention. Exactement comme l'information diffère de la communication, puisque Nicolas Bordas, le grand publicitaire, me disait que la différence entre la com et l'information, c'est que la com, il y a toujours une intention. Et voilà. Et il faut avoir de bonnes intentions. Et avec le Reynaldou, c'est que des mauvaises intentions. Hein. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Eh bien, merci à toi, Caroline. Merci à toi, plaisir. Axel. Alors, Axel, la content manager, comme on dit là-bas, aux States, qu'on essaie de tabasser à La Rochelle University. Bon, la fac de La Rochelle, excusez-moi, je suis un vieux con. Je l'assume. Mais en tout cas, c'était absolument passionnant. On ne se connaissait pas. C'est totalement improvisé. Eh bien, c'est ça le talent. Eh bien, enchanté. Eh bien, moi aussi. Moi, je m'appelle Laurent. Et toi, comment t'appelles-tu, Caroline? Moi, je m'appelle Caroline et je suis aussi une amie du Reynaldounet. Voilà, c'est la fin du premier épisode de cette mini-série consacrée au lab. Rassurez-vous, d'autres invités d'un aussi haut niveau que Caroline seront présents. À très très vite. Ciao, ciao.